Bon, on entre direct dans le vif du sujet. Imaginez un instant, recevoir des documents, mais pas n'importe lesquels. Des documents qui viendraient d'ailleurs, d'extraterrestres. Et dedans, il n'y a pas seulement une description ultra complexe de l'univers, non, il y a aussi un aveu assez choquant. Voilà, on est en plein cœur de ce qu'on appelle l'affaire Humo. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va dérouler cette histoire. On va commencer par cette confession assez étrange. Ensuite, on va se pencher sur un incident bien concret qui s'est passé sur Terre. À partir de là, on explorera leur grande théorie cosmique qui, soi-disant, explique tout, de l'âme humaine jusqu'à l'évolution. Et pour finir, on verra ce que ces fameux êtres demandent en échange de tout ça. Tout démarre en mars 1987. Un homme, un certain Juan Dominguez Montes, reçoit une lettre. Mais pas juste une lettre, non, elle est accompagnée d'un rapport assez conséquent. Et l'expéditeur, eh bien, il prétend faire partie du collectif UMMO, une civilisation qui se dit extraterrestre. Au premier abord, le ton est hyper sérieux. C'est académique, presque philosophique, on pourrait dire. La lettre se lit comme une sorte de grande synthèse, une synthèse de domaines que nous, ici sur Terre, on a l'habitude de séparer. La cosmologie, la psycho, la physique. En gros, il propose un modèle totalement unifié de la réalité. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'au beau milieu de tous ces concepts super élevés, super abstraits, les auteurs de la lettre, eh bien, ils avouent quelque chose, un acte vraiment troublant. Et c'est ça, le grand mystère de cette affaire. Quel est le rapport entre la cosmologie et la profanation d'un corps? Pour essayer de comprendre, il faut revenir aux faits. Et les faits, d'après la lettre, nous ramènent à un événement bien précis qui s'est déroulé dans la ville d'Albacete en Espagne. Un acte qu'ils ne décrivent pas du tout comme un crime, attention, mais comme une nécessité, une obligation. Alors, d'après ces documents, 3 de leurs frères, comme ils les appellent, vivaient en secret dans la maison de cette femme. Ils se faisaient passer pour des médecins venus de l'étranger et la maison leur servait en fait de couverture pour mener des recherches biologiques. Et c'est là que le drame se produit. Ils reconnaissent que, par leur faute, la fille de la propriétaire, Margarita Shelley, a été infectée. Infectée par un agent pathogène de leur monde à eux. Et elle en est morte. C'est une tragédie, ils le disent eux-mêmes, un événement malheureux. Et voilà l'aveu, brut, direct, sans détour. Ils ne cherchent pas du tout à cacher ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils l'assument et le présentent comme une action indispensable. La grande question, évidemment, c'est pourquoi ? Leur justification, elle fait froid dans le dos. Apparemment, ce virus, qui était quasi inoffensif chez un mammifère vivant, pouvait subir une mutation explosive dans un corps sans vie. Ils soutiennent donc qu'ils ont dû agir pour empêcher une pandémie mondiale. Une pandémie aux conséquences absolument incalculables, bien pire que tout ce qu'on a pu connaître. Et pour signer cette confession hors du commun, il y a ce symbole. Ce symbole unique, c'est leur marque de fabrique. On le retrouve sur absolument tous les documents Humo. C'est en quelque sorte leur sceau, leur signature, pour une histoire qui dépasse l'imagination. Bon, maintenant, il faut qu'on bascule. On va laisser de côté l'incident terrestre pour un moment et plonger dans leur philosophie cosmique. Parce que pour eux, les deux sont totalement liés. En fait, c'est leur vision de l'univers qui est la clé pour justifier ce qu'ils ont fait. Alors, le concept de base, accrochez-vous, c'est le Wam-Wam. Pour eux, notre univers n'est pas unique. Il fait partie d'un ensemble infini de paires d'univers. Et chaque paire a ses propres lois physiques. C'est d'ailleurs en naviguant entre ces univers, disent-ils, qu'ils peuvent faire leur voyage intergalactique. Mais attention, dans cette infinité d'univers, il y en a 2 qui sont très spéciaux et inaccessibles physiquement. Le premier, c'est le Wam de masse nulle. Imaginez une sorte de disque-dire cosmique géant. C'est là que sont stockées les âmes individuelles, mais de manière statique, comme des fichiers. Et le deuxième, c'est le Wam de masse infinie. Lui, il abrite l'âme collective. Et ce n'est pas un disque dur, c'est plutôt un superprocesseur, une entité dynamique qui, elle, traite et combine toutes les informations. Ok, ça, c'est pour l'univers. Maintenant, voyons comment, selon eux, un être humain est constitué. Un OMII, c'est le mot qu'ils utilisent. Et d'après leur vision, on est bien plus qu'un simple corps de chair et de sang. On serait une structure super complexe qui relie plusieurs dimensions de la réalité. Et cette structure, elle a 4 composants. D'abord, bien sûr, il y a le corps, notre vaisseau physique. Ensuite, un canal de données, qui est un lien au niveau atomique. Le troisième, c'est l'âme individuelle, qui est comme la mémoire de notre vie, mais figée. Et enfin, le quatrième, l'âme collective, le super cerveau partagé de toute l'espèce.
Le point absolument central ici, c'est ce fameux pont, l'OMV-FEOU. Ils affirment avoir trouvé dans le cerveau humain une chaîne d'atomes de krypton, oui, de krypton, qui échapperait aux lois de la physique quantique qu'on connaît. Le rôle de ce réseau n'est pas de réfléchir ou de traiter l'info, non. Son seul but, c'est de servir de passerelle, de transporter l'information entre notre monde physique et ces autres univers où se trouvent les âmes. Et tout ça, ça nous amène directement au quatrième élément, qui est peut-être le plus important, l'âme collective qu'ils appellent BD. Elle est représentée par ce symbole. En gros, c'est ce qui connecte tous les individus d'une même espèce pour former un seul et unique esprit planétaire. Alors, à quoi ça sert cette âme collective? L'image la plus simple, c'est de penser à un cloud cosmique, une sorte de sauvegarde ultime pour absolument tout ce qu'une civilisation produit, sa science, son art, toutes ses expériences. Cette citation est vraiment parlante. L'idée derrière est assez vertigineuse. Même si une catastrophe totale venait à détruire tous nos livres, tous nos monuments, et même tous les cerveaux humains, eh bien l'essence de notre culture, l'information pure, elle, ne serait pas perdue. Elle serait sauvegardée pour toujours dans cette âme collective. Et les fonctions de ce bébé, comme ils l'appellent, sont juste hallucinantes. Ça ne se contente pas de stocker de l'info, non. Ça crée une véritable conscience collective, ça expliquerait la communication extrasensorielle, ça pourrait même guider l'évolution de la vie sur une planète, et surtout, ça assure à une culture une forme d'immortalité. Et voilà, la boucle est bouclée. Si on part du principe que chaque pensée, chaque découverte est uploadée dans cette grande conscience partagée, alors on comprend pourquoi l'analyse biologique d'un virus extraterrestre ayant muté dans un corps humain devient soudain une information d'une importance capitale. C'est ça leur justification finale pour l'acte d'Albacete. Bon, après tout ça, après des révélations pareilles, la question qu'on se pose, c'est quel est le prix ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien demander en échange d'une cosmologie aussi complexe et, avouons-le, d'un aveu aussi dérangeant? Et la réponse est, pour le moins surprenante. Ils ne demandent ni technologie, ni ressources, rien de tout ça. Le paiement qu'ils exigent, c'est l'entraide, l'amitié, ce qu'ils appellent le principe de charité. En clair, ils demandent simplement à ceux qui lisent leurs documents de faire de leur mieux pour aider les autres. Alors au final, que faut-il retenir de toute cette histoire? Est-ce qu'on est face à un canular incroyablement bien ficelé, le travail d'une imagination débridée? Ou est-ce que, peu importe son origine, c'est peut-être une métaphore puissante sur notre propre interconnexion? Sur le fait que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait est lié et tisse peut-être une conscience collective qu'on ne fait qu'entrevoir. La question, bien sûr, reste entière.